vient, et avec une petite épingle percevant par-dessus le château et adieu. Bon. Donc en gros, ce que nous décrit dans Shakespeare, c'est la figure anthropologique du pouvoir. C'est-à-dire que nous pouvons nous libérer des chaînes de la servitude volontaire à un pouvoir humain, mais quelque chose nous amène à le mettre, cette figure-là, la mettre, quelle qu'elle soit, je dirais, entre nous et quelque chose qui pourrait être la mort, mais qui peut-être pour les psychanalystes que nous sommes, se révèle non seulement la mort en tant qu'événement extérieur, la mort en tant que consubstantielle à notre condition d'être humain, mais la mort en tant qu'elle est quelque part en nous, c'est-à-dire figure d'un non-savoir qui nous échappe. Donc, si vous voulez, face à cette figure du non-savoir, nous avons besoin de croire qu'au moins, il y en a un qui sait. Voilà, pour faire très vite. Alors, je vous reparlerai tout à l'heure encore de cette question, mais c'est peut-être aussi ce qui, on y reviendra, mais ce qui donne une certaine efficacité symbolique au pouvoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez du travail extraordinaire de Marc Bloch sur les rois thaumaturges, n'est-ce pas, où Marc Bloch relate, en tant qu'historien, il relate comment, pendant des siècles, les rois étaient censés guérir les écrouelles, soit par l'imposition des mains, n'est-ce pas, soit par l'application des anneaux magiques, anneaux qui avaient été, à un moment donné, qui étaient censés être passés dans l'au-delà. Il y a toute une transaction avec le sacré dont je vous fais grâce parce que j'aimerais quand même qu'on garde un peu de temps pour échanger, et que je décris aussi pas mal dans le bouquin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le roi dépose les anneaux sur l'autel, et ils sont censés passer dans un autre monde, ils sont censés recevoir, si vous voulez, la bénédiction du sacré qui va les rendre efficients sur les écrouelles ou sur l'épilepsie. Et parfois ça marche. Et voilà comment, si vous voulez, voilà comment les rois ont pu, pour un certain nombre de patients, en tout cas, avoir une efficacité quasi thérapeutique. Voilà pourquoi Marc Bloch parle des rois thaumaturges. Ça marche à condition qu'on y croit. Ça ne marche pas toujours, parce que bien évidemment, si vous voulez, ces plaies, ces scrotules et autres peuvent aussi, bien sûr, se maintenir. Mais dans un certain nombre de cas, ça marche, il y a une certaine efficacité. Ça marche si on y croit. Ça marche si, effectivement, le pouvoir de la foi amène à un impact, jusqu'à y compris, sur les plaies du corps. Inutile de vous dire qu'avec Louis XVI, ça n'a pas marché. Inutile de vous dire qu'avec Charles X, au moment de la Restauration, ils ont bien essayé de remettre ce rituel des rois thaumaturges pour guérir les écrouelles, mais ça n'a pas marché. Inutile de vous dire aussi que Louis XV était considéré comme beaucoup trop obscène, indécent, avec une vie impossible, pour que ça ne marche pas. C'est-à-dire que, pour qu'il y ait une certaine efficacité symbolique qui impacte même sur la réalité du monde, il faut qu'il y ait des croyances, il faut qu'il y ait une attente. Ce qui d'ailleurs vous explique aussi le pouvoir des leaders charismatiques. Relisez le Jan Kershaw sur Hitler par exemple, et plus près de nous, on pourrait dire sur Emmanuel Macron, on devrait y venir, n'est-ce pas, pour vous rendre compte que leur efficacité symbolique, leur pouvoir, eh bien, n'est pas lié à leur être, n'est pas lié à leur personnalité, mais à ce dont nous les parents fait ces fameuses épées invisibles. Je cite Jan Kershaw. Le concept de Max Weber présente l'avantage de considérer le charisme non pas comme une qualité inhérente à l'individu, mais comme un attribut procédant de la façon dont il est subjectivement perçu par ses adeptes. En d'autres termes, si le porteur de charisme jouit effectivement d'un authentique pouvoir, ce pouvoir émane en réalité des attentes placées en lui par ceux qui l'entourent. Donc, en gros, pour faire vite et pour faire simple, quand ça marche avec le pouvoir, ça ne marche pas à cause de ses qualités ou à cause de ses défauts,
fois, ça marche à cause des croyances que vous déposez en lui, donc vous l'habillez. Vous voyez le lien avec ce que j'ai dit précédemment. Mais ça marche. Il faut voir que quelqu'un comme Durkheim, qui est quand même l'inventeur d'une sociologie positive pour aller très vite, quelqu'un comme Durkheim, on dit d'entrée de jeu, il n'y a aucune catégorie sociale qui n'ait d'abord été une catégorie religieuse. C'est-à-dire que quelqu'un comme Durkheim, qui va fonder, si vous voulez, la sociologie positive du fait social, pour aller très vite, je ne vais pas revenir sur le travail de Durkheim sur le suicide ou autre, mais Durkheim vous dit en gros, ce qui vient fonder une société, c'est pas du tout la réalité matérielle de sa condition. Ce qui vient fonder une société, c'est le sacré. Et quand il y a désacralisation de ce lien, alors effectivement, à partir de ce moment-là, il y a aussi une forme de désocialisation. Bon, j'y reviendrai. Bon, alors, ça, on peut en parler une heure, je ne vais pas parler une heure de ça. Je vais parler aussi de l'autre thèse, mais elle est déjà un peu introduite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que un jeune, brillant philosophe et banquier puisse... Non, merci. Si vous commencez par me saborder banquier, oui, le début de ma démonstration, non, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce presque inconnu, on y reviendra, advienne à la magistrature suprême? Alors le premier point, il est très simple, c'est le discrédit des autres candidats. Discrédit des autres candidats qui, du côté de la droite, provenaient au-delà de l'événement, au-delà de l'élément factuel et journalistique, n'est-ce pas, de Pénélope, n'est-ce pas, au-delà de cet événement, au-delà du fait divers, ce que ça venait révéler de manière encore plus massive qu'avec Sarkozy, pour aller très vite, c'était la corruption du pouvoir politique et des valeurs de la droite par le monde des affaires. Alors, avec Sarkozy, on est déjà un peu connu, puisque la plupart des membres du cabinet ministériel et autres étaient des avocats d'affaires. C'est le premier point où, en gros, c'est plus les grands serviteurs de l'État, c'est plus les énarques, pour aller vite, qui sont appelés à gérer, si vous voulez, les cabinets ministériels et présidentiels, ce sont des avocats d'affaires. Mais, alors, avec Fillon, il y a un problème majeur, c'est que d'un coup, celui qui demandait du sang et des larmes au peuple, eh ben, on avait l'impression qu'il s'en mettait plein les poches. On avait l'impression, non, je ne suis pas juge, je suis magistrat, mais à partir de ce moment-là, non. Mais ce qui est très important, c'est quoi? C'est que ça veut dire qu'il y a une faille dans le discours qui discrédite la parole politique. Donc, out, du côté de la droite, il y a en quelque sorte, et toute croyance, donc il y a discrédit de la parole politique et des croyances qui, bien sûr, on va dire, la charge, au sens d'une batterie, si j'ose dire, de fiction. Du côté de la gauche, le problème majeur, si vous voulez, c'est qu'on avait déjà, avec le quinquennat Hollande, vu la social-démocratie se dégénérer en social-libéralisme. Parce que ce n'est pas la social-démocratie, ce n'est pas vrai. Le courant social-démocrate, depuis toujours, a les mêmes finalités que le courant révolutionnaire, et ce qui change, ce sont les moyens pour y parvenir. Donc, du côté de la gauche, il y avait, encore une fois, là aussi, discrédit de la parole politique, puisque celui qui avait dit mon adversaire, c'est la finance, il n'a jamais été élu, mais il gouverne. Quelques semaines plus tard, si je veux dire, adopté le logiciel social-libéral à la manière de Blair et compagnie. Bon, sauf que ce qu'on a oublié entre-temps, c'est qu'il avait un conseiller à l'Élysée, et qui jouait un rôle plutôt important, puisque le même conseiller à l'Élysée, parce qu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, comme vous le savez, Emmanuel Macron a beaucoup inspiré la politique économique et sociale, n'est-ce pas, de Hollande, de François Hollande. Au point même que lorsqu'il a quitté, si vous voulez, n'est-ce pas, le secrétariat de l'Élysée, au moment du pot de départ, Hollande fait un discours où il dit « Vous savez, je suis le président Hollande, celui qui travaille avec Emmanuel Macron. » Ça, on peut dire qu'on ne peut pas reprocher à François Hollande
n'est-ce pas, de manquer d'humour. Bon, c'est peut-être une de ses rares qualités, ce qui n'a pas. Donc, discrédite la parole politique à droite comme à gauche. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un nouveau discours qui se tient, qui s'appelle Révolution, c'est son livre, vous savez, de quelqu'un d'assez brillant, qui a une rhétorique, même maintenant encore, il faut bien dire, une rhétorique humaniste, et qui promet un nouveau monde. Et donc, je dirais qu'il y a une improbabilité infinie qui se produit, et il y a, en fonction des opportunités, mais Emmanuel Macron a de la chance. Vous savez que, n'est-ce pas, Napoléon, avant de nommer un général, demandait est-ce qu'il a de la chance. Donc là aussi, vous voyez encore, on est en plein dedans cet après-midi sur des choses de la croyance. La croyance que la chance fait les opportunités, en particulier pour les opportunistes. Et effectivement, Emmanuel Macron, toute sa carrière le montre, c'est tout à fait, n'est-ce pas, se saisir des opportunités. Alors, on va y venir, c'est là où il nous propose un en même temps. Le fameux en même temps, j'ai un chapitre de l'ouvrage sur le fameux en même temps. Alors, en même temps, n'est-ce pas, au départ, c'est ni droite ni de gauche, mais ça, c'est pas bon, ni droite ni de gauche. Ça, c'est un peu le fascisme, puisque les fascistes disaient ni de droite ni de gauche. Et un très beau livre de Ziv Ternel, justement, sur le fascisme à la française, avec ce slogan, ni de droite ni de gauche. Alors, il change un peu, et ça devient et de droite et de gauche. Pour l'instant, on a vu la droite. On n'a pas encore vu la gauche. C'est ce que j'ai fait remarquer sur France 3 il y a quelques jours, n'est-ce pas, à propos des ministères clés. C'est ce que Bourdieu appelait la main droite de l'État, qui est tenue aujourd'hui, comme vous le savez, par les ministres de droite. Et c'est quand même eux qui, effectivement, décident de la politique. Alors là, on a, bon, je ne vais pas vous raconter tout mon bouquin quand même, mais là, on a d'un coup un nouveau discours. Un nouveau discours qui mobilise un certain nombre de hussards macroniens, si j'ose dire, sur lesquels je reviendrai. Et on est confronté en même temps avec peut-être les limites de ce discours qui aujourd'hui se révèle dans sa vérité. C'est-à-dire, en même temps, ça a deux sens. Il y a d'abord un sens argumentatif. C'est-à-dire que toute pensée, toute parole contient en elle-même sa contradiction. Et donc, effectivement, en même temps, c'est ce à quoi se réfèrent Emmanuel Macron et les macroniens, en même temps, ça veut dire qu'il y a une complexité du monde telle qu'on ne peut pas se contenter d'une lecture binaire et qu'il faut donc transcender par d'autres valeurs les contradictions qui sont incluses dans chacune de nos paroles, dans chacune de nos pensées, dans chacune de nos visions du monde. Donc s'il en était ainsi, effectivement, on n'aurait pas une politique de droite, libérale, on aurait une politique beaucoup plus complexe. Mais en même temps, comme je l'ai fait remarquer il y a plus d'un an, dans un journal de ma région, j'étais interviewé par un journaliste, je lui ai dit, mais en même temps, ça a un sens de contradiction, à transcendenter, mais en même temps, ça a aussi un sens de juxtaposition. Si en même temps que je vous parle, je touche le bras ou l'avant-bras de Claude, c'est en même temps. Mais il n'y a pas une contradiction intrinsèque entre le fait de vous parler et le fait de lui toucher le bras. Ça ne va pas faire évoluer, si vous voulez, le fait de parler. Si en même temps que je conduis, je téléphone, il n'y a pas une contradiction intrinsèque à la pensée de conduire ou à la pensée de téléphoner, il y a simplement superposition. Si en même temps que je vous parle, je prends mon verre d'eau, ben c'est simplement une superposition temporelle. Et bien en même temps, chez Macron, c'est en même temps que je tiens un discours merveilleusement humaniste, j'ai une pratique néolibérale des plus féroces.